sont les sujets d'inquiétude de la Ligue des droits de l'homme dans cette période si particulière de l'épidémie de coronavirus? On est particulièrement inquiet parce que nous sommes dans un régime d'exception. La République, la démocratie a été suspendue. L'état d'urgence a été proclamé et le Parlement a donné quasiment tous ses pouvoirs à l'exécutif. Et pendant tout ce temps-là, l'ensemble des contre-pouvoirs ne fonctionne plus ou fonctionne à minima. C'est le Parlement qui est censé faire la loi, contrôler le gouvernement, qui est au mieux informé quand le gouvernement veut bien l'informer des mesures qui sont prises. C'est le Conseil constitutionnel qui est censé vérifier la constitutionnalité de ce qui se passe et qui renvoie ça à plus tard, au principe que finalement le gouvernement aurait raison alors qu'il est là pour dire le droit. Ce sont les instances de recours, les instances judiciaires, je pense au Conseil d'État, qui lui aussi, finalement, est mis en sommeil, puisqu'il répond plus en opportunité qu'en droit, considérant là aussi que l'état d'urgence peut mettre de côté l'état de droit et la possibilité des justiciables de pouvoir s'y rendre. C'est la justice des salariés qui est aussi carrément arrêtée dans plusieurs régions du territoire. Je pense au Conseil des prud'hommes. D'ailleurs, nous avons saisi aujourd'hui les autorités publiques pour qu'elles soient remises et nous engageons même des procédures pour forcer les présidents de tribunaux de reprendre ce travail parce que, en effet, les salariés, eux, sont moins protégés. Les organisations syndicales, le dialogue social est mis entre parenthèses, les ordonnances ont donné des pouvoirs à l'employeur, mais faiblement aux autres, et surtout, la justice des prud'hommes est aujourd'hui dans l'inexistence. Après, c'est aussi en pratique cet état d'urgence qui, bien entendu, et là-dessus nous sommes tous d'accord, il faut se protéger contre ce virus, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Mais ceci ne doit pas se faire avec un confinement de l'état de droit, avec un confinement des contre-pouvoirs. Lorsque localement, les maires, dont en plus une partie, enfin tous, ne sont pas réélus encore, peuvent décider qui peut circuler, ils essayent en tout cas, à quelle heure on peut circuler, qu'est-ce qu'on peut boire, qu'est-ce qu'on peut manger, comment on peut faire telle ou telle pratique. Et donc on voit des dérives sécuritaires particulièrement fortes dans certaines collectivités qui vont au-delà déjà des mesures très strictes de l'état d'urgence et sans que là aussi la démocratie locale fonctionne. Les élus d'opposition, même les nouveaux élus, ne sont pas associés, ne sont pas en capacité d'agir. Donc, nous sommes quand même dans une situation très particulière. Il y a bien sûr nécessité de prendre des mesures qui portent atteinte à la liberté de réunion, de circulation, de circulation, mais néanmoins, il ne peut pas y avoir une mise en sommeil complète de la démocratie pendant cette période. Donc, c'est ça qui nous inquiète. Donc, c'est pour ça que la Ligue des droits de l'homme engage des recours lorsqu'il y a des dérives. De la même façon, lorsque les contrôles des attestations, puisqu'on ne peut circuler qu'avec des attestations dérogatoires de sortie, lorsqu'il y a des abus, des contrôles intrusifs, des fouilles abusives ou des amendes qui pleuvent, plus sur certains quartiers, plus sur certaines populations, sur des motifs des fois un petit peu discutables. Donc, heureusement, l'essentiel sur le territoire se passe bien, mais lorsqu'il y a des abus, et c'est notre rôle de vigie, c'est de rappeler que la démocratie, l'état de droit, la justice, elle doit continuer même dans cette période. C'est dans ce contexte qu'il y a un projet annoncé d'un traçage numérique des citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez émis des réserves, je crois, là-dessus. Nous sommes plus qu'inquiets en effet de ce projet. D'abord, il est clair que un tel projet doit être délibéré par le Parlement. Il ne peut pas y avoir une décision là aussi du gouvernement de placer comme ça une mesure qui porte atteinte fondamentalement aux libertés publiques et aux données personnelles. Donc là, on parle de santé, de pouvoir repérer quelqu'un selon son état de santé dans la rue et d'en tirer des conséquences qui peuvent être coercitives, de sanctions et d'autres d'abus et de stigmatisation. On voit déjà aujourd'hui des infirmiers, des médecins, des personnels soignants qui sont harcelés, qui sont stigmatisés parce qu'on a peur qu'ils portent le virus. Imaginez lorsque dans une ville petite, moyenne, l'on aura été signalé comme ayant croisé quelqu'un de contaminé. Quand on aura croisé 3 personnes dans le ville ou dans le commerce, on saura pertinemment qui c'est. Donc, plein d'inquiétudes sur ce qui pourrait être mis en place. Mais surtout, évidemment, une telle mesure encore plus serait scandaleuse et inacceptable si c'était une obligation. Heureusement, je crois entendre que le gouvernement est sur l'idée d'un volontariat. Mais qui dit volontariat dit, là encore, la nécessité que le
la décision soit éclairée, que chacun sache exactement ce qu'il donne, ce qu'il met dans cette application. Il y a aussi déjà aussi la question de à quoi ça sert. Il semble que tous les systèmes de traçage qui ont été mis en place et que leur pertinence, d'ailleurs une étude américaine vient de le confirmer, n'est pertinente que si 60% au moins de la population qui circule en est titulaire et là. Donc aujourd'hui, même dans les pays où ça a été forcé, on n'atteignait pas ces niveaux. Donc, est-ce que ça servirait à quelque chose pour véritablement prévenir la pandémie? Certainement pas. Peut-être pour repérer des gens. Mais alors, la question, c'est euh, comment être sûr que ces technologies vont être fiables? Comment les risques de piratage vont être protégés? Alors, on sait pertinemment que cela est particulièrement difficile. Quelles seraient les conséquences sur les personnes en contact avec une personne atteinte du virus à partir de cette application? Quelle serait la prévention des risques de discrimination, mais aussi de pression sociale? L'employeur, est-ce qu'il va avoir envie peut-être d'avoir un salarié qui n'ait pas cette application? S'il ne l'a pas, peut-être qu'il est contaminé, donc peut-être qu'il ne doit pas être là. Donc vous imaginez sur la pression que cela peut mettre dans l'entreprise aussi pour de fait l'imposer. Mais la logique quand même derrière, c'est un outil de contrôle social généralisé qui risque d'être durable. Et c'est là-dessus qu'à chaque fois nous sommes échaudés. On nous dit mais non, non, c'est exceptionnel et c'est temporaire. Sauf qu'en pratique, l'état d'urgence contre le terrorisme s'est transformé par une loi qui a inscrit dans le droit commun, là encore, tiens, la baisse des contre-pouvoirs, la baisse des pouvoirs du Parlement, la baisse du pouvoir du juge par rapport au préfet. Et là, avec cette technologie, qui s'inscrit dans une logique générale, hein, où on a eu l'extension des fichages, la vidéosurveillance, les reconnaissances faciales, les drones. Enfin, on multiplie les contrôles de l'espace public, les surveillances de l'espace public, comme si finalement nous n'avons plus le droit de nous promener et d'être libres dans l'espace public et dans l'espace privé, mais que finalement on doit d'abord justifier qu'on a bien raison d'y être ou que la morale ou que le droit devrait le faire. Donc, nous sommes particulièrement inquiets de cette mesure. J'ai cru comprendre que la majorité parlementaire était aussi hésitante. Les oppositions se sont exprimées farouchement pour certaines contre ce projet. Je pense qu'il faut garder raison et peut-être pas mettre le doigt dans quelque chose qui risque d'avoir plus d'inconvénients que d'avantages.